Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la RTN, votre chaîne de proximité, votre chaîne sociale. Nous sommes là dans le cadre de votre émission, votre magazine bi-hebdomadaire Découverte. Aujourd'hui, nous serons avec Marcel Tchoréré, président du Cercle Oméga, acteur majeur de la vie politique au Gabon depuis les années 90. Alors, nous allons tout droit comme ça découvrir qui est Marcel Tchoréré. Nous sommes là dans le cadre d'une émission magazine, n'est-ce pas, consacrée à la découverte de l'homme, découverte de l'histoire. Alors, commencez d'abord pour ceux qui nous regardent, n'est-ce pas, à vous présenter. Je suis Marcel Robert Francis Tchoréré. Je suis de la famille Tchoréré. Je suis né à Glace, un 16 janvier 1958. J'ai fait mon parcours primaire, secondaire ici au Gabon et mon parcours supérieur à l'extérieur. J'ai appris à la mission Baraka dans les années 1961. Ensuite, je suis parti au centre Sœur Hyacinthe Antini parce que mon père travaillait à la mairie. Et la mairie était située, vous voyez, juste à l'angle de la présidence aujourd'hui, là, en face de Malaïka, là où il y en a la banque. Après 1961, mon père a été affecté à Mouila. Je suis arrivé à Mouila et j'ai fait mes études primaires à l'école catholique de Mouila. Ensuite, les années, vous savez, à l'époque de Léon Mba, on affectait régulièrement les gens, même en pleine année scolaire, vous pouvez échanger 3 établissements. Donc après, je me suis retrouvé à Tchibanga, toujours chez les catholiques. Les établissements existent jusqu'à présent. De Tchibanga, 1962-63. C'est en 1963 que j'ai eu la surprise, j'étais jeune, mais de voir le président Léon Mba comme ça, parce qu'il y avait la tournée républicaine. Et puis, après le meeting, il était passé à la résidence chez mon père, parce que mon père était sous-préfet de Tchibanga à l'époque. Et puis, j'ai pu écouter des choses assez particulières pendant qu'il parlait, parce que j'étais très accroché à mon père. J'étais toujours partout avec mon papa. Et de Tchibanga, mon père a été affecté à Ndende. Je me suis retrouvé à Ndende en 1963-64, où on a vécu des événements très tristes, l'affaire Bikoro. J'étais très jeune. Si je vous raconte tout ça, on prendra toute une émission. Et de Ndende, je me suis retrouvé à Libreville ici. Mon père est venu en congé en 65. De 65, il a été affecté immédiatement à Koulamoutou. Donc je suis reparti à la rentrée scolaire à Koulamoutou. De Koulamoutou, mon père a été affecté en Djolé fin 65. Et puis de début 66, mon père a été affecté à Lambaréné comme sous-préfet de Lambaréné. Il y est resté. Après, il est revenu à Libreville. Donc j'ai appris à l'école publique de Glace, une année scolaire. Après, je suis allé à l'école mixte qui se trouve aujourd'hui où il y a le ministère de l'Éducation nationale, qu'on appelle aujourd'hui l'école conventionnée. Et de là, j'ai fait toutes mes classes. La 6e, je suis allé au lycée Léon Mba. Lycée Léon Mba, donc les années scolaires 72-73. Et j'ai fait mon parcours premier cycle au lycée Léon Mba. Ensuite, au second cycle, j'ai fait le concours d'entrée en seconde. Je suis allé au lycée technique Omar Bongo à Ovendo. Nous avons été les premiers élèves de ce beau lycée, qui aujourd'hui nous rend un peu triste. Et après ça, je me suis retrouvé à l'extérieur. J'ai eu une bourse et je suis allé en Union soviétique. Parce que je venais de perdre mon père, je devais aller en fait au Japon, au Canada, mais mon père n'étant plus là, j'ai été envoyé en Union soviétique. À l'époque, c'était M. Guy Zuba Andama qui était directeur général des bourses et stages. Je ne le connaissais pas et j'avais déposé mon dossier comme tout jeune Gabonais. Et mon dossier avait été retenu par la commission et M. Nzouba, directeur général, m'avait fait appel. Et il m'a dit, bon jeune homme, ça fait des semaines qu'on vous cherche, bon, allez-y faire votre visa à l'ambassade de Russie. Et puis j'ai fait mon visa à l'ambassade de Russie, l'Union soviétique à l'époque, et je suis allé en Union soviétique. Il faut dire que c'est marquant de voir comme ça. À l'époque, c'était vraiment admirable parce qu'il n'y avait même pas besoin d'un piston. Les choses se passaient dans les normes. Et j'ai pu faire mes études après le décès de mon père en 1980 grâce à M. Nzouba, qui n'est pas un parent, qui a fait son travail comme un haut fonctionnaire de l'État à l'époque. Et
Je lui en suis reconnaissant. Et après mes études, je suis rentré en 1987. J'ai passé 7 ans en Union soviétique. J'ai fait aéronautique. J'ai étudié en Lettonie, dans les républiques baltes, là. Et puis j'ai terminé mes études en 87. Je suis rentré au Gabon. Mais comme tous les jeunes, j'ai vécu le chômage pendant 3 ans. De 87 à 90, j'étais au chômage. En 90, voyant que les choses se compliquaient, j'avais pris, avant 90, donc dans 88, j'ai pris la décision d'aller travailler à l'étranger. Je suis allé à Schlumberger. J'ai travaillé comme ingénieur drilling à Schlumberger. On m'a envoyé à Pointe-Noire. J'ai travaillé à Pointe-Noire. Après, on m'a envoyé en stage à Exeter en Angleterre. J'ai suivi un stage. Après, j'en avais un peu... Ça faisait 7 ans que j'avais passé le temps à l'étranger. Je voulais revenir au Gabon. J'avais une famille, un garçon très jeune. Et puis, je suis revenu au Gabon. Et puis, j'ai vécu comme tous les jeunes le chômage. J'ai attendu. Et c'est par le canal de M. Jacques Adiaeno où je me suis retrouvé à poser mon problème. Et puis, il avait envoyé une lettre au chef de l'État, à l'époque, le président Omar Bongo. Et puis, curieusement, le président Omar Bongo m'envoie à la mairie de Libreville. Ah, je me dis, mais c'est terrible. Moi, j'ai fait aéronautique, on m'envoie à la mairie de Libreville. Donc, j'arrive à la mairie de Libreville en tant qu'ingénieur. Je suis auprès du deuxième maire adjoint, M. Niembou Moutsona. Et puis, il y a eu la conférence nationale en 90. Je suis arrivé à la mairie en janvier 90. Et puis, entre-temps, vers mars, il y a eu la conférence nationale. Et puis, les mouvements de grève. Et puis, les personnels de la mairie avaient demandé qu'ils voulaient avoir uniquement que des agents municipaux. Moi, j'étais agent municipal. Et les fonctionnaires, les gens demandaient le départ des fonctionnaires. Et je me suis retrouvé directeur de cabinet, parce qu'il fallait prendre un cadre de la maison. J'ai exercé comme directeur de cabinet avec le maire Damas pendant 5 ans. J'ai appris beaucoup à ses côtés, parce que moi, je n'avais pas une formation administrative. Et puis, j'étais encadré par le maire Damas, par M. Anguille Ousmane, qui m'ont apporté beaucoup. Et puis, quand j'étais jeune aussi, mon père m'encadrait souvent, parce que quand il allait au travail, souvent les dimanches, ma mère me disait toujours que je prenais des enfants pour connaître bien l'administration. Et moi, j'étais toujours collé à mon père. J'allais toujours être au bureau, il travaillait, je l'observais beaucoup et j'ai gardé les documents de mon père. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma formation administrative et voire même politique, je pense. J'ai exercé auprès du président Omar Bongo comme conseiller personnel jusqu'à son décès. Et puis, j'ai eu ce chef admirable qui m'a formé, comme on dirait, à distance. Parce que Omar Bongo avait une technique de formation. Il vous forme à distance et puis vous apprenez. Vous apprenez la tempérance, vous apprenez la patience, vous apprenez à vous taire, vous apprenez à observer et puis vous apprenez à analyser. Ce que beaucoup de Gabonais ne savent pas. Et voilà, et puis après le décès du président Omar Bongo, moi je me suis retrouvé sans chef. Observer la société gabonaise. Et entre-temps, en 91, il faut le dire, j'étais à la mairie et j'ai créé un groupement politique. Parce que là, pendant la conférence nationale, je n'ai pas voulu prendre part. Et en 92, j'ai décidé de mettre en place une association politique qui s'est transformée en 94 en parti politique. Et depuis lors, le parti Cercle Omega existe. Et puis je suis le fondateur, le président de ce parti, avec certains de nos compatriotes qui ont bien voulu suivre les idées que je... Justement, parlons de votre action politique au Cercle Omega, qui était d'abord une association au départ, qui est devenue un parti politique. Dites-nous plus. En fait, j'ai créé le parti Cercle Omega. C'était un cercle de réflexion et d'action politique en 92. En novembre 92, le 21 novembre 1992. Nous avons... À l'époque, j'étais membre du PDG. Il faut reconnaître que je fais partie de ceux qui ont mis en place l'UJPDG, encadré par M. Léon Auger, M. Messilier, M. Georges Niambo, et puis M. Miboto, qui était aussi c'est des grands cadres du PDG. Et ce sont eux qui nous ont beaucoup encadrés. Il y avait l'UJPDG qui a pris corps dès les années 72, et je fais partie des premiers éléments de l'UJPDG. Et il faut le remarquer qu'à l'UJPDG, on a été formé par des anciens, comme les Léon Auger, le président Miboto, et d'autres. Et les jeunes étaient très disponibles au sein du parti. Nous, on était au lycée, on avait 2500 francs de bourse, mais on cotisait au sein du parti, on donnait 500 francs tous les mois. Et c'est dans le cadre de l'UJPDG qu'on lançait des actions culturelles.
On allait aider les malades de Nkembo, on nettoyait les quartiers, on faisait des projections de films. Moi, personnellement, j'étais dans la section F, qui englobait le 5e et le 4e arrondissement. J'étais vice-président de cette section. Et M. Adandé, paix à son âme, il n'est plus là, Adandé Denis, Réa Ponchombo, qui était président de cette section F là. Et moi j'étais chargé des affaires culturelles, et puis je partais au centre culturel américain, centre culturel français. Je prenais des films, à l'époque il n'y en avait pas les appareils, je prenais les appareils au centre culturel américain et je faisais des projections de films à la case d'écoute de glace, tous les vendredis et tous les samedis de 19h à 22h30. J'étais très jeune, j'étais en classe de 5e. Et puis j'animais tout ça, ça mobilisait les populations. Et nous avons aussi un groupe, une troupe théâtrale aussi, qui était animée par M. Adandé, qui n'est plus là aussi, qui n'est plus de ce monde. Et les jeunes étaient mobilisés. Il y avait pas, nous ne sommes pas engagés en politique avec des calculs. Nous sommes engagés parce que c'était le parti unique et puis les gens avaient ce patriotisme-là, cette manière citoyenne de vouloir servir. Et c'est ce que nous avons fait. Et après ça, donc, quand je suis parti pour mes études, on était toujours bien étudiants et puis on était à l'UJPDG. Quand je suis rentré, après 87, la conférence nationale de 90, et puis j'ai constaté que les esprits s'étaient beaucoup échauffés. Les esprits s'étaient beaucoup échauffés et les Gabonais commençaient à être étouffés dans le parti unique. Parce que le parti unique a eu ses bons côtés, mais il y a eu aussi des travers qui ont fait en sorte que la liberté d'expression était un peu compliquée et ça me rappelait un peu mes années quand j'étais étudiant dans les pays communistes, là c'était sous contrôle. Et je n'ai pas pris part à la conférence nationale parce que je partais du principe que je venais de rentrer de mes études, surtout quand on rentrait à l'époque du parti unique, quand on revenait de l'Union soviétique, on pensait que j'étais communiste. Donc j'avais pris beaucoup de distance, j'observais, je suivais à la télévision et puis je n'étais pas très convaincu par les discours parce que c'était des discours... des gens qui étaient révoltés, des gens qui en avaient marre, des gens qui parlaient de leur propre situation, leurs propres problèmes. Et je n'avais pas saisi un seul instant qu'on parlait sérieusement du devenir du Gabon. C'était d'autres le départ d'Omar Bongo, d'autres c'était... Il n'y avait pas un fond politique solide parce que quand il y avait des différents intervenants, on ne savait pas quelle tendance politique ou quelle philosophie politique ils défendaient. Certains étaient des socialistes, d'autres se disaient des travaillistes, d'autres des centristes. Mais c'était admirable parce qu'il y avait des fortes têtes. Les Serge Babekale, les Nanguem, il y avait des grandes personnalités, Babé Solo. C'était intéressant, moi j'observais ça de très loin et puis je n'ai pas pris part à cette conférence. Et après, convaincu que ça ne donnerait pas grand-chose, ça donnerait une forme de démocratie tropicalisée, là, que nous sommes là-dedans, là. Et puis ça n'apporte rien au peuple. Moi je le dis souvent, depuis 1990, quand on fait une analyse profonde, la politique n'a pas vraiment apporté grand-chose au peuple. Dans même tout le continent. C'est plutôt, moi je trouve que dans le cadre du Gabon, ce sont les artistes qui ont fait sortir le nom du Gabon. Le vert, jaune, bleu a pu renaître grâce aux rappeurs et tout le reste. J'admire ces jeunes garçons-là. Et puis la musique gabonaise aujourd'hui a beaucoup évolué. Les artistes ont évolué plus vite que les hommes politiques. Les hommes politiques sont restés dans les combats de personnes, des luttes de personnes et d'intérêts. Et c'est vrai que la politique, c'est un jeu d'intérêt, mais là, quand même, l'intérêt personnel prend trop le dessus, au-delà de l'intérêt général et l'intérêt de la nation. Et en 1992, voyant que les choses étaient toujours compliquées, j'avais mes amis qui étaient rénovateurs, et puis certains m'ont demandé d'être rénovateur, les Kousso Inama, les Baobab, Ali Bongo Ndimba, Ngonga, Adrien Kogé, c'était nombreux. On était très bons amis. Et puis, j'ai décidé de créer ma structure. Donc, le Cercle de réflexion et d'action politique Oméga. Et j'avais mis cette structure à la disposition du président Omar Bongo. Nous, on le considérait comme un père. Et puis, nous avons soutenu l'action du président Omar Bongo pendant les élections de 93, les élections de 98, les élections de 2005. Et puis, en 1994, la plupart des membres ont décidé qu'il fallait peut-être changer un peu les choses et transformer tout ça en parti politique. Et j'ai transformé cette structure en parti politique avec des compatriotes. Et jusqu'à présent, c'est le Cercle Oméga, le parti Cercle Oméga. J'ai été candidat en 2009 parce qu'il y avait des raisons profondes.
Il fallait que je m'affirme et faire comprendre à certains que malgré mon silence, j'ai les capacités de faire valoir mes idées aussi. Et ce que j'ai pu faire, parce qu'on a un principe dans Omega, on n'attaque pas les gens. On parle du Gabon, parce que c'est le Gabon la priorité, c'est le Gabon qui est éternel, on ne parle pas des hommes, on n'attaque pas les hommes. Certains nous reprochent un peu le fait parce qu'on ne tape pas sur peut-être le PDG, sur celui qui est à la tête de l'État. Nous, on considère que nous ne sommes pas les griots de ces gens-là. Nous parlons de notre parti, de l'action que nous pouvons mener, que ce que nous pourrions faire et apporter aux Gabonais si nous avons éventuellement la possibilité de diriger ce pays. Le parti Cercle Omega s'est implanté d'abord pour être reconnu. Nous avons fait le tour du Gabon parce que nous avons été 6 partis politiques en 1995. On nous a imposé d'avoir 3000 signatures. Il y avait une nouvelle disposition. Il fallait avoir 3000 signatures, être représenté au moins dans 5 provinces. Nous avons fait ce travail et puis nous avons traîné pour attendre notre récépissé pendant 3 ans. Et avant d'avoir le récépissé, on nous a demandé de repartir sur le terrain, authentifier nos signatures et présenter les militants. Vous imaginez, vous êtes dans un coin 3 ans après, vous revenez et puis c'était contrôlé par les gouverneurs. Ils envoyaient des agents recenseurs qui venaient. Bon, monsieur Intel, vous n'êtes pas là, donc votre parti n'est pas représenté. Nous avons été, il y a eu 6 partis, le parti de Christian Maroga, paix à son âme, le parti de monsieur le président Tengue, le Cercle Omega, et 3 autres partis qui avaient reçu le respect comme ça. Parce qu'il faut le dire, peut-être les Gabonais ne le savent pas, les autres partis avaient bénéficié de l'ordonnance de 1991, qui reconnaissait tous les partis qui étaient déjà à l'Assemblée, et ainsi de suite. Mais ce n'était pas évident. Aujourd'hui, maintenant, on demande à tout le monde de passer par la même procédure, mais très peu le font. Il y a la précipitation. Moi, je vois après le dialogue politique, il y a des nouveaux partis. Est-ce que ces nouveaux partis ont fait le parcours du combattant qu'on nous a imposé? Mais ce n'est pas ça notre problème. Donc, le parti Cercle Omega a essayé d'implanter ses militants depuis 1994 et jusqu'aux années 98. On a un peu baissé la garde vers 2005 parce que, vous savez, financer un parti sans subvention, ce n'est pas évident. Ça coûte très cher. Nous avons implanté le parti, mais il faut entretenir ces militants. Comment les entretenir? Pas des actions. Mais quelle action avec quel parti? Et puis il faut reconnaître que les militants ne cotisent pas. C'est le président du parti qui doit sortir de l'argent, qui doit tout faire. Tout le monde vous regarde. Un peu, ça devient une mentalité purement africaine. Et même quand vous regardez dans les administrations, les actes sont posés et puis tout le monde regarde le président pour dire que c'est le président qui doit travailler. Pourtant, chacun doit faire son petit métier. Nous, on était à l'école primaire, on nous a appris une récitation admirable. Ma main, voici ma main, elle a 5 doigts. Et en voici 1, en voici 2. Donc, chacun fait son petit métier. Donc, chacun doit avoir son secteur d'affirmation. Mais ce n'est pas le cas dans les partis, nous vivons ça. Et puis, à un certain moment, certains militants peut-être se découragent, d'autres restent des sympathisants. Parce qu'un militant, c'est celui qui cotise. Un sympathisant, c'est celui qui est avec le parti. C'est différent. Est-ce qu'aujourd'hui, le parti continue à soutenir l'action du président de la République comme il a fait avec le feu Omar Bongo? Avec Omar Bongo, après la mort d'Omar Bongo, comme c'était la majorité présidentielle, cette majorité présidentielle n'existait plus. Et puis les gens ont créé d'autres, n'ont pas eu le temps de s'asseoir pour créer une nouvelle majorité. Parce qu'en politique, il faut se mettre bien d'accord sur des points précis. Et en 2009, ça n'a pas été le cas. C'était un peu, je crois, beaucoup de précipitation. Ça avait surpris tout le monde, cette élection. Et puis les gens se sont lancés comme ça. Chacun voulait s'affirmer. On se dit, le père de la nation n'est plus là. Les jeunes cadres ou les hommes politiques du pays, chacun veut s'affirmer. En fait, les gens ne se sont pas présentés contre un président. Parce qu'il n'y avait pas de président. Et tout le monde s'est dit, bon, l'ancien n'est plus là. Bon, la nouvelle génération, notre génération, nous voulons prendre le relais. Et ceux qui sont nos aînés aussi étaient des candidats. Et puis on a vu ce qu'on a pu voir en 2009. Et puis, nous sommes dans Omega très réalistes, vous savez, parce que nous avons compris le jeu politique. Parce qu'il faut se dire les vérités. Parce qu'on dit le jeu démocratique, le jeu politique, ça signifie qu'il y a des règles. Et il faut être des gentlemen pour faire de la politique. Et de ce côté, nous l'avons très bien compris. Et puis nous savons comment accepter et garder le silence quand il le faut. D'accord. Justement, récemment, on sort des élections législatives. Le Cercle Omega, un petit bilan. Non, les élections législatives, il faut dire que moi j'ai été candidat en 1996. Et nous avons tiré une leçon en 1996
on a constaté qu'on était sous les tropiques. Vous êtes en train de compter les voix et puis on annonce qu'il y a quelqu'un qui est déjà élu député de votre siège. Bon, nous avons fait une analyse, on a dit, pour le moment, travaillons, formons nos militants. Il faut que les Gabonais qui viennent dans le parti s'imprègnent de la vision du parti et qu'est-ce que nous voulons faire pour le parti. S'il faut être député, bon, c'est pas encore... nous sommes encore dans l'apprentissage de la démocratie. Et puis, vous savez, ceux qui sont à Libreville n'ont pas le jeu facile. Si vous allez à Mabanda, il n'y a que les gens de Mabanda. Si vous allez à Nzengayong, il n'y a pas que les gens de Nzengayong, il n'y a personne de Nzengayong. Il y a des Gabonais qui sont là, ils sont dans leur maison. Je vous prends le cas le plus flagrant, c'est le cas d'Akanda. Quand vous venez à Akanda, je ne sais pas qui va vous recevoir devant son portail. Quand vous allez cogner, vous ne nourrissez personne. Il est dans ses appartements, il n'a pas le temps de discuter avec vous. Et des moments, vous vous posez la question, mais comme ceux qui sont à Kanda, comment ils font pour être élus? Ils sont élus de quelle manière? Enfin, ils sont élus. Mais s'il y a des arrondissements où vous n'allez pas faire déplacer un Gabonais pour des affaires politiques. Parce qu'il faut dire la vérité, certains n'y croient même plus. Ils se disent, ah ben vos histoires, si c'est ça, ils ne vont pas vous recevoir. Mais néanmoins, pour le moment, nous nous préparons nos militants. Parce que l'erreur en Afrique, c'est quoi? Vous créez un parti et vous pensez que le fait que vous avez créé un parti, c'est vous qui devez être président de la République. C'est vous qui devez être élu. C'est faux. On crée un parti, ça a une existence légale de 99 ans. C'est pas parce que vous avez créé le parti, c'est que vous devez être un élu. Vous créez le parti pour mettre en avant votre principe politique, vos idées, une philosophie, et vous partagez avec une certaine catégorie de Gabonais. Et puis ceux qui vont suivre, d'autres générations vont venir. C'est peut-être dans 4-5 générations que vous aurez peut-être un chef d'État ou bien c'est pas qui. Moi, c'est ma philosophie. Hein. Il ne faut pas penser qu'on est le plus fort, le plus beau. Moi, dans le parti, je le dis souvent à mes militants, hein, Monsieur Traoré, c'est immortel. S'il meurt là aujourd'hui, je ne veux pas entendre comme certains partis, le leader est mort et puis on ne parle plus du parti. Vous mettez en place une sorte de collectif pour diriger le parti et conformément au statut et règlement intérieur du parti, il y a l'élection après 2 ans. Et le meilleur, celui qui a su embrasser notre philosophie et qui a su écouter le président, qui a su être le meilleur représentant, prend la tête du parti. C'est pas parce que je suis de telle province, maintenant c'est aussi un gars de ma province qui doit être à la tête du parti. Là, on n'appelle pas ça un parti, on appelle ça une tribu. D'accord. Voilà. Monsieur Marcel Robert Tchorere, vous portez un nom illustre, un nom célèbre. Justement, parlez-nous un peu de la famille Tchorere. La famille Tchorere, c'est une famille gabonaise qui vit à Glace, plein Niger, et dont les origines aussi, on a des parents à Louis. Parce que mon père, qui était le petit frère du capitaine Tchorere, la mère du capitaine Tchorere est de Louis, chez le roi Kouaben. Donc ce sont les origines. Et de son côté de son père, c'est à Glace, plein Niger. C'est une famille discrète, nous ne faisons pas trop de bruit. Nous avons une discipline de vie et on l'impose à tous les enfants. On a des principes, on ne se mêle pas trop de politique. Je suis le seul qui s'est impliqué en politique. Mon père était un grand administratif, mais pas trop dans la politique. Et c'est la famille du capitaine Tchorere. Le capitaine Tchorere n'est pas le grand-père de tout le monde. Le capitaine Tchorere n'était qu'un enfant de cette famille. C'était mon oncle. Et puis, au passage, j'ai mis en place une fondation pour la mémoire du capitaine Tchorere. Et je considère que ce travail a été fait dans un cadre universel. Au niveau du Gabon, chaque Gabonais doit s'approprier l'image du capitaine Tchorere. C'était un Gabonais et chaque Gabonais doit se sentir capitaine Tchorere. Ce n'est qu'une affaire de la famille Tchorere, non. Et chaque Africain doit se sentir capitaine Tchorere. Parce que moi j'ai les écrits du capitaine Tchorere, il se sentait africain, Gabonais et universel. Parce qu'aller défendre des philosophies de guerre comme ça jusqu'en Europe, avec les troupes qu'il avait formées, dites-vous bien qu'il y a eu plus de 20 000 soldats qui sont partis, formés par le capitaine Tchorere à Dakar. Il était quand même le patron des renseignements militaires de la zone francophone, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Il a été le premier directeur noir de l'école militaire de Kati, ensuite de Saint-Louis, qui a été transformé à Saint-Louis au Sénégal. Il était au commandement à l'état-major de guerre en France. Il a demandé d'aller au front.
Il était capitaine parce que, faut dire, c'était à l'époque, les Noirs ne pouvaient pas dépasser ce grade de capitaine-commandant, sinon il serait général. Il avait sous ses ordres des colonels blancs. Justement, on se rend compte que la mémoire du capitaine Ntchoréré est presque, on peut dire, une mémoire oubliée. Du fait, même s'il y a une statue qui a été élevée en son nom, mais en dehors de votre fondation, est-ce que quand même l'État gabonais essaye de venir mettre en avant l'État gabonais, nous restons toujours surpris parce que l'État gabonais ne fait pas, n'a pas une subvention. La Fondation Capitaine Ntchoréré n'a pas une subvention comme la Fondation Albert Schweitzer ou la Fondation Léon Mba ou d'autres fondations. Je finance la fondation et puis avec mes relations intérieures, extérieures, on essaye de faire ce qu'on peut. Mais ce qu'il faut rappeler aux Gabonais, c'est qu'au Sénégal, le capitaine Ntchoréré est vénéré, respecté, la mémoire est entretenue. Et quand vous allez au Prytanée militaire de Saint-Louis, au Sénégal, le Prytanée militaire Charles Ntchoréré, vous êtes fiers d'être Gabonais. Parce que quand vous assistez aux cérémonies, que l'hymne national retentit et qu'en permanence, 24 heures sur 24, le drapeau vert, jaune, bleu flotte dans cet établissement, on est fiers d'être Gabonais. Et quand vous allez en France, dans le département de la Somme, vous voyez que les responsables politiques de ce département ont le respect de la mémoire du capitaine Ntchoréré. Et quand vous allez à Rémiancourt, à quelques kilomètres, on respecte aussi la mémoire de son fils, qui est mort à 19 ans, une semaine après son père, pendant la guerre. Et voilà, mais vous savez, les autorités gabonaises commencent, il faut le reconnaître, hein, c'est quand Ali Bongo était au ministère de la Défense, qu'il a commencé à, deux fois, il est venu même au monument déposer une gerbe de fleurs. Mais il y a certains responsables à l'époque qui ne comprenaient pas. Mais le président Léon Mba, c'est lui qui a beaucoup lancé l'idée de la mémoire du capitaine Ntchoréré. Et le monument que vous voyez là, c'est le président Léon Mba qui avait en 1963 demandé d'ériger maintenant une sorte de stèle, là, comme ça, ce qu'on voit physiquement. Sinon, à l'époque, c'était le square Ntchoréré. Il y avait tout ce qu'il y avait comme béton, mais il n'y avait pas du tout le buste du capitaine Ntchoréré. Et le président Léon Mba l'avait fait. Et je crois que celui qui avait même inauguré et tout ça, il y avait le président Omar Bongo, qui était à l'époque ministre de la Défense. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, les autorités essayent, parce qu'il y a aussi l'ambassade de France qui s'implique beaucoup, le 6e BIMA, les différents responsables du 6e BIMA qui passent ici. Je salue au passage le général du 6e BIMA qui a fait beaucoup. Il y a une salle au 6e BIMA, la salle capitaine Charles Ntchoréré, c'est en plus la salle des opérations de l'état-major, la base française au Gabon. La fondation leur a donné quelques documents, c'est une belle salle, c'est très bien. Mais bon, je pense qu'on aurait pu encore exploiter cette image et la mémoire du capitaine Ntchoréré pour former des jeunes Gabonais dans le patriotisme, dans l'esprit civique, et faire en sorte que ces jeunes Gabonais comprennent que dans notre pays, il y a eu des grandes figures. Quand vous citez les grandes figures, vous voyez dans le côté militaire, il y a eu le capitaine Ntchoréré au départ, mais il y a eu aussi des grandes figures. Justement, parlez-nous de ces grandes figures-là. Mais les grandes figures, par exemple, dans l'armée, vous avez eu le général Thiel, vous avez eu le général Baomar, vous avez à l'époque le général Boulingui, vous avez le commandant Pallard, vous avez le général Nkoma à Janabé, le général Nzong. Vous avez à la police des gens comme M. Mébiam, qui était quand même patron de la police. Vous avez M. Kwaou, on peut les citer, qui ont fait des grandes choses au niveau de la police. Dans la gendarmerie, la police, des différents corps. Maintenant, si vous sortez du cadre militaire ou entrez dans la politique, alors là, il faut que les Gabonais sachent qu'il y a eu des grandes figures. Il y a les Jean-Jacques Boucavel, il y a les Amogo, il y a les Souzat, hein, il y a les gens comme M. Mindou Minzamba, qui était un grand monsieur. Vous avez des personnages comme M. Migolet. Il y avait des gens dans chaque province, je peux les citer. Il y avait ici Gustave Anguillet, il y avait le premier président de l'Assemblée nationale, qui était aussi quelqu'un de bien. Il y avait les Georges Damas Aleka. On peut les citer, ils sont nombreux. C'est que, comme excuse que ne pas pouvoir citer tout le monde, mais c'était des gens d'une grande intégrité, d'un patriotisme sans pareil, qui avaient des notions strictes du fonctionnement de l'État. Ils avaient une haute idée de l'État et d'eux-mêmes.
Et c'est pour cette raison que tout marchait très bien. Et la nouvelle génération devait s'inspirer de ces anciens-là. Parce que certains, par exemple, pendant l'administration, ils ne savent pas que dans ce pays, il y avait des messieurs qui avaient été formés par les frères de Montfort, ou bien les prêtres de Bessieux, ou bien des dames de l'Immaculée, et d'autres établissements scolaires, où on inculquait aux jeunes Gabonais la citoyenneté. Nous, moi, j'étais à l'école primaire dans les années 61, on nous apprenait une chanson, on dit 2 à 2, nous sommes des Gabonais, les petits Gabonais, nous sommes des Gabonais. Il y avait aussi Vert, jaune, bleu. Il y avait la chanson sur Mon Gabon. Mon Gabon, dans ses 3 couleurs, les 3 couleurs de la nation. Le vert, le jaune, le bleu, l'océan. Il n'y a pas longtemps qu'il est bâti, mon Gabon, dans ses 3 couleurs. Tous les jours, on chantait ça à l'école primaire avant de commencer les cours. Et on rechantait la même chanson avant, quand on terminait les cours. Et on nous inculquait le sens de l'amitié et de la solidarité pour dépasser les tribus. Parce que dès qu'on a eu les indépendances, Léon Mba fait en sorte que les préfets, les sous-préfets qui dirigeaient dans les provinces fassent comprendre aux Gabonais que nous sommes tous Gabonais. Parce que certains ne savaient pas en 1960 qu'on était tous devenus Gabonais. C'était un travail qui a été fait pendant 5-6 ans jusqu'à la mort du président Léon Mba, qui avait continué un peu jusqu'aux années 68. Après, ça a commencé à tomber. Vous sortez de l'école, on vous dit de chanter. Vous vous attrapez comme ça, vous dites 2 à 2, nous sommes les petits Gabonais, nous sommes les petits. Tout ça, c'est des notions où on était attaché à nos racines. On disait, connais-tu mon beau village? Il y avait des chansons et les instituteurs étaient des patriotes. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Un petit enfant sort de l'école, il commence à dire, ah, tu as vu cette grosse voiture-là, ce Range Rover-là, on ne pensait pas ça. On voit aujourd'hui, ils parlent des chaussures qui coûtent 200 000. Ils sont au primaire, ils sont en classe de CP1. C'est pas normal. Justement, on va coller l'actualité quand on parle des grands hommes et du Gabon. Vraiment, leur comportement contraste énormément avec nos hommes d'aujourd'hui. On va revenir, par exemple, sur les différentes lois adoptées au Parlement sur l'homosexualité. Est-ce que vous pensez que nos grands hommes d'avant auraient pu accepter que cela arrive? Jamais de la vie. Il faut être d'abord africain. Au-delà du fait qu'il y a le monde, au-delà du fait que ça, tout devient universel, il y a des traditions qui n'existent pas en Afrique. Nous, moi je suis Mpongwe, de l'estuaire. Nous, dans notre tradition, et pas seulement chez les Mpongwe, que chez les Tsogo, chez les Fan, chez les Teke ou n'importe quelle ethnie du Gabon, quand vous vous lancez dans des pratiques de ce type-là, on s'arrangeait, le soir, on vous envoyait à puiser de l'eau, ou bien aller chercher du bois. Et quand vous allez chercher du bois, on savait qu'on envoie le couille quelque part, et on vous assassine là-bas. Quand vous étiez voleur, violeur, dans des tendances de ce genre-là, et que vous êtes en train dans l'adultère, parce que dans nos traditions, il n'y a jamais eu de prison. Aucune société africaine, dans la société africaine, la prison n'existe pas. C'était des sentences. On décide, soit vous quittez le village, on ne veut plus vous voir, soit on vous tuait, vous êtes exécuté. D'une manière propre, discrète. Parce qu'il y avait des structures traditionnelles qui pouvaient gérer ce genre de trucs. Soit des formes comme le mur, il pouvait vous frapper, soit chez nous, par exemple, le coup, il vous frappe. Et puis ça vous a tapé, quand vous allez dans la forêt, vous n'allez pas revenir. Et personne ne va parler. C'est ça. Mais aujourd'hui, les gens pensent que la modernité, c'est faire tout et n'importe quoi. Et moi, je ne pense pas qu'un Africain peut intégrer dans sa tête ce genre de loi. Moi, personnellement, je pense que c'est une loi qui n'a pas sa place. Et quand vous voyez aujourd'hui nos jeunes, comme ils se comportent à Libreville, vous allez dans les lycées, vous voyez 2 garçons qui s'embrassent, 2 filles qui s'embrassent, des enfants de 6e, 5e, ça pose problème. Question de mœurs. Nos traditions n'acceptent pas ça. Notre culture ne peut pas intégrer des choses de ce genre. Maintenant, ceux qui votent des lois comme ça, parce qu'au niveau de l'Occident, on impose des choses, c'est tout comme le vaccin, on va nous imposer le vaccin. On ne peut pas continuer à nous imposer la volonté des autres mondes. Ce qui se passe ailleurs, nous avons nos réalités. C'est comme la démocratie. On nous a imposé la démocratie. Mais dites-moi, quel est l'Africain qui peut dire que dans une seule langue africaine, le terme démocratie existe? Dans aucune langue africaine, ce terme n'existe. Dans nos traditions, il y a ce qu'on appelle le consensus. Les Gabonais et les Africains gagneraient plus dans l'évolution
de nos pays dans une forme de politique appuyée sur le consensus. Parce que dans la société traditionnelle africaine, on ne décidait pas comme ça. Même si vous êtes roi, vous devez vous appuyer sur les familles, les chefs de clan, vous concertez. Et quand vous tombez d'accord sur les points, on dit au roi, nous sommes d'accord, et le roi annonce par son porte-parole qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura ça, et tout le monde est d'accord. Mais si vous voulez faire la démocratie à l'occidentale, l'homme noir ne peut pas accepter, même s'il est minoritaire, que ses idées, on ne l'accepte pas. Je regrette le parti unique. Pourquoi? Parce que le parti unique permettait de mobiliser les populations. Je ne vais pas dire les masses, parce que les masses, ça fait un peu communiste, ça fait tout ça. Mobiliser les populations. Quand on disait qu'il y avait une opération retroussons les manches, tout le monde s'y mettait. On ne disait pas, là, c'est pas moi. Et aujourd'hui, vous dites opération retroussons les manches, on va dire, ah, c'est le cercle Oméga qui a lancé le projet. Moi, je suis du PDG, je ne vais pas. Moi, je suis du RPG, je ne vais pas. Mais la réalité, c'est que le parti unique, si nos dirigeants avaient su exploiter l'idée du parti unique, on aurait eu des États forts, organisés, parce que c'est dans le parti unique qu'on aurait pu développer nos pays, en fait. Parce que quand on parle en 2021 de construire encore des routes, des écoles, des hôpitaux, c'est qu'on a raté complètement ce qu'on devait faire. On devait le faire pendant le parti unique. Dans les années 60, 70, 80, c'était la période où il fallait se lancer dans ces choses. Mais le parti unique, c'était pas mauvais. Mais il faut savoir que les êtres humains sont ce qu'ils sont. Hein. Dès que vous laissez la possibilité à un être humain, il pense qu'il est devenu le dieu de la terre. Et puis ça devient des formes de dictature non déclarées, des dictatures douces, de fois violentes. Et puis ça pose problème. Même la démocratie pose problème. Preuve en est depuis 90. Pensez-vous que nous sommes en démocratie? Pensez-vous que les points de vue ou les attentes des populations sont respectés? Parce que la politique, c'est la manière d'organiser une société. Maintenant, depuis 1990, que la classe politique gabonaise dise comment ils ont organisé la société gabonaise pour que le peuple gabonais puisse vivre normalement. Parce que nous ne sommes pas au ciel pour vivre le bonheur total. Mais le strict minimum. Les Gabonais ne demandent rien. Les Gabonais demandent l'école pour les enfants. Les Gabonais demandent une formation pour pouvoir travailler. Les Gabonais demandent quand même des loisirs. Les Gabonais veulent se soigner. Les Gabonais veulent vivre dans un pays où ils sont rassurés par leurs autorités. Les Gabonais veulent vivre sans se dire il faut que je barricade ma maison. Dans les années 60, vous pouvez laisser vos vêtements accrochés là comme ça. Personne ne va vous voler vos affaires. Aujourd'hui, un exemple. Allez-y à Dubaï. Personne ne vole à Dubaï. Si vous volez à Dubaï, vous êtes foutu. Parce que vous savez aussi une chose. L'être humain a peur que des sentences fortes. C'est pourquoi nos sociétés traditionnelles étaient fortes. Parce que la sentence, c'était la peine capitale. On vous tuait, on ne discutait pas avec vous. Mais aujourd'hui, je prends le cas du Gabon, les gens se disent, je peux détourner les fonds publics, on ne me fera rien. J'irai au gros bouquet, mes parents vont venir avec le paquet de nourriture, on vient me donner ma nourriture, je suis toujours à la maison, j'ai mon portable, je peux appeler depuis la prison. C'est pas la prison, ça. À l'époque de Léon Mba, je vous le dis, quand vous détournez de l'argent public, même si c'est 150 000 francs, vous aurez 10 ans de prison. Moi, j'ai vu avec mes yeux, ce n'est pas les Gabonais aujourd'hui qui veulent parler. Moi, j'ai vu le président Léon Mba. J'ai vu comment les choses se passaient dans la gestion des affaires de l'État. La loi dit au Gabon, si vous volez 250 000 francs CFA dans les caisses de l'État, vous avez de 1 à 10 ans de prison. Si vous volez 251 000 francs CFA, ça peut aller de 10 à perpète. Tous ceux qui ont pris le bien public, l'argent public, aujourd'hui, je pense que le gros bouquet, c'est pourquoi la prison d'Ayémé, là, moi j'étais très heureux quand on a lancé le projet, mais ils ont arrêté. Mais il faut construire cette prison. Et comme les Gabonais, quand on les amène en prison, on a vu certains qu'on a amenés en prison, ils souriaient pendant qu'ils rentraient au gros bouquet. Ils disaient même aux policiers, à la sécurité pénitentiaire, vous perdez votre temps. Et ils sont tranquilles là-bas au gros bouquet. À l'époque de Léon Mba, les prisonniers avaient une tenue rayée rouge, rouge-blanc, petit short ouvert ici. Quand vous êtes en corvée, on vous envoie balayer le centre-ville. Mais même si vous avez été le plus haut fonctionnaire de l'État, on va vous voir balayer la route. Prochainement, vous n'allez plus recommencer. Et quand vous sortez de prison, vous étiez radié de la fonction publique. Et jusqu'à présent, c'est l'actualité. Ça n'a pas été changé. Dès que vous détournez des fonds publics, vous n'avez plus votre place à servir l'État. Mais aujourd'hui, les gens pensent que c'est une règle. On peut prendre l'argent public et on peut faire du Gabon ce qu'on veut. Mais ils oublient une chose. Il y a des générations qui arrivent. Quelles sont ces générations? Les Léon Mba nous ont laissé un pays
les Omar Bongo, maintenant aujourd'hui. Nous sommes donc en fonction, nous sommes retraités, on laisse quoi à nos enfants ou à nos petits-enfants? Moi, je suis grand-père. Qu'est-ce qui peut faire changer cette forme d'impunité? Il faut une décision forte de la première autorité de l'État. Et si les gens ne comprennent pas, là je vais être un peu dur, les Gabonais doivent comprendre. Hein. Je défends cette philosophie sans langue de bois. La seule chose qui fait peur à l'être humain, c'est la mort. Si vous détournez des fonds publics, ça doit être considéré comme un crime contre la nation. C'est passible de la peine capitale. Quand on aura exécuté 500 personnes ou 100 personnes, plus personne ne va voler. Quand on aura foutu à la porte les fonctionnaires qui ne veulent pas travailler, parce que le président Léon va aller dans les ministères. Vous pouvez arriver à 7h30, il est devant votre ministère, il vous regarde, il vous demande pourquoi vous venez à 9h. Et quand vous êtes venu à 9h, quand il partira de ce ministère, vous serez viré. On prendra un autre Gabonais qui sera chef de service. On ne venait pas dans un ministère avec des babouches, on venait en cravate correctement habillé. On ne pouvait pas être chef de service si on est célibataire. Parce qu'il partait du principe que si vous ne pouvez pas vous marier ou vous occuper d'une famille, vous ne pouvez pas vous occuper des affaires de l'État. Il y a des principes. Vous ne pouvez pas être directeur général parce que vous sortez de l'université. Il fallait attendre au moins 15 ans que vous avez fait le tour des services de votre institution pour comprendre comment ça fonctionne. Mais comment pouvez-vous donner un poste à un jeune qui sort de l'université, il a 24 ans, il est directeur général? Qu'est-ce qu'il connaît? À l'université, on apprend par l'administration. Hein. Moi, je suis ingénieur, j'ai appris l'administration dans une institution avec des gens qui vous encadrent. On vous apprend à rédiger. La rédaction administrative, en dehors de ceux qui sortent de l'ENA, c'est tout un art. Un diplomate rédige d'une certaine manière, un préfet d'une manière dans l'administration territoriale ou centrale, diplomatique, et militaire, c'est différent. Si vous adressez une lettre à l'archevêque de Libreville, il y a une manière de présenter le document. Si vous adressez une lettre à un ambassadeur, c'est différent. À un chef d'État, c'est différent. Mais si le jeune qui vient, il ne sait même pas ce qu'il fait, il dit aux gens, préparez-vous une lettre adressée au chef de l'État. Et puis ceux qui doivent préparer la lettre sont dans le même statut que lui. Là. Où va la République? Où va l'État? C'est le problème que vit le Gabon aujourd'hui, c'est que les gens sont souvent à des places où ils ne doivent pas être, parce qu'ils n'ont pas encore fait leur classe. Nous, moi j'ai 35 ans de carrière administrative. J'ai appris, on a été patient. Parce que l'école d'Omar Bongo, c'est la patience. Vous devez apprendre. Et quand vous venez à la présidence, vous dites, vous devez marquer votre passage ici d'une pierre blanche. Et ceux qui ont écouté Omar Bongo peuvent aujourd'hui diriger l'État. Mais malheureusement, ils sont mis à l'écart. C'est ça le problème, parce que, vous savez, à l'époque de Yomba, il n'y avait pas le copinage. Vous ne pouvez pas diriger l'État en vous appuyant sur vos amis. Si encore vos amis sont des gens dignes, vous avez vu, moi je vais être franc, on a eu le président Raouri qui était un ami du président, un frère. Il a su accompagner son frère. Mais vous ne pouvez pas avoir le président de la République vous faire confiance et vous êtes en train de trahir le président de la République. Vous voulez être à la place du président de la République. Nous, on a travaillé avec Omar Bongo, on n'a jamais cherché à être à la place d'Omar Bongo. On considère Omar Bongo comme un père, un chef. On vous dit de faire, vous faites. Pour l'aider dans sa politique, dans son action et dans la sécurité de son régime. Mais s'il faut, parce qu'on vous a seulement nommé ministre, et puis vous pensez maintenant que vous pouvez être président. C'est même pas de l'ingratitude. Ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et au Gabon, on vit ça. On vous confie un projet, personne ne veut réaliser le projet. Le président vous dit, il y a tel projet, parce qu'un chef d'État donne des grandes orientations. Mais il faut et maintenant, les musiciens, pour mettre en musique tout ça, c'est pas le président qui va prendre les engins, organiser, savoir ce qu'il fait. Il a demandé, et vous vous rendez compte. Monsieur le président, c'est fait, c'est réalisé. Ça c'est fait, c'est réalisé. Ça c'est fait, c'est réalisé. Mais on n'a pas encore, on ne sommes plus arrivés à ce niveau. Tout le monde en ce moment au Gabon veut profiter, comme si on a dit le Gabon va finir peut-être en 2025 ou en 2023. On prend tout, vous savez, dans les établissements, on raquette les élèves, on vous dit achetez tel livre, payez telle assurance. Même si le ministre donne des instructions, vous avez un professeur, un proviseur qui envoie balader la décision du ministre. Il faut restaurer l'autorité de l'État.
il faut remettre l'état de droit. Il faut avoir une politique dure dans un gant de velours. Ceux qui ne pourront pas s'aligner par rapport à la réalité républicaine, il faut frapper dessus, sans état d'âme, pour que le Gabon se relève et reprenne un peu son identité. Peut-être certains Gabonais ne le savent pas. À l'époque coloniale, avant les indépendances, le Gabon avait 5 provinces. Et aujourd'hui, nous avons 9 provinces. Quand le Gabon avait 5 provinces, vous avez par exemple, c'était assez étrange, l'Ogooué maritime, moyen Ogooué, et puis une partie là, comme vous disiez par exemple, la capitale, c'est tel endroit. Dans le nord, c'était fait de cette manière. Une partie de l'Ogooué-Vindo prenait, l'estuaire prenait une partie, le Medouneux, tout ça là, c'était dans l'estuaire. Pour la bonne petite histoire, à Medouneux, dans les provinces, à l'époque du président Léomba, au niveau de l'agriculture, ils avaient lancé des cultures, c'est-à-dire que spécifiques. Vous avez la province de l'arachide, la province du riz, la province de la pomme de terre, la province... Medouneux, c'est la province de la pomme de terre. Vous plantez des pommes de terre à Medouneux, c'est des pommes de terre de meilleure qualité par rapport à des pommes de terre qui viennent d'Europe. À Tchibanga, il y avait des rizières. Moi, j'y allais avec mon père quand il était sous-préfet à Tchibanga en 1963. Il y avait du riz qui sortait de Tchibanga. Il y avait de l'arachide. Dans chaque province, il y avait le café, le cacao, le lentème, l'arachide. Vous avez la banane, les tarots. Et il y avait une structure qu'ils avaient mis en place qu'on appelait l'ONCA. C'est l'ONCA qui collectait tout ça et qui vendait dans différents quartiers de Libreville. Il y avait des box comme ça où on vendait à prix réduit. Les provinces du Gabon, aujourd'hui, on a 9 provinces. Nous avons plusieurs ethnies au Gabon. Plus de 64 ethnies à peu près. Il y a des groupes ethniques. Mais moi, ce que je voulais dire aux Gabonais concernant nos ethnies, nous avons créé la nation en 1960. Nous avons voulu créer une nation parce que, par définition, la nation, c'est un groupe de personnes qui parlent la même langue. Mais nous devons, créer la communauté nationale. Dans cette union, travail, justice. Dans cette solidarité et cette fraternité que nous impose et nous commande l'hymne national. Parce que tout ce que les pères fondateurs ont pu mettre, vous le retrouvez dans l'hymne national. Si vous décortiquez l'hymne national, si chaque Gabonais prenait le temps de lire l'hymne national, je pense qu'on n'aura pas un problème ethnique au Gabon, pour ne pas dire le tribalisme. Parce que la géopolitique a tribalisé la répartition des postes dans le pays. Ce n'était pas une mauvaise chose, mais chaque chose a ses travers. Il y a eu des travers dans cette géopolitique qui n'a pas été assez pensée et on n'a pas vu les contours pour le futur. Nous avons des ethnies au Gabon et moi je pense qu'on gagnerait à faire en sorte que chaque Gabonais puisse vivre au moins dans une des provinces. Et le président Léomba avait ce système, vous avez votre entrée en 6e, on vous envoie directement dans une province qui n'est pas la vôtre. Si vous êtes de l'estuaire, on va vous envoyer au lycée, au collège qui se trouve dans le Wolenthem. Et donc vous aurez l'occasion de vous adapter, de découvrir les traditions des gens du Nord. Et vice-versa. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut instaurer ce système en mettant des camps de vacances. Les jeunes Gabonais peuvent passer les vacances, ceux de Langounier vont dans le Wolenthem, ceux du Wolenthem vont dans le Haut-Ogooué, ceux du Haut-Ogooué vont dans l'estuaire, vice-versa. Au bout de 9 ans, il y aura une génération de Gabonais qui pourront maîtriser l'idée qu'ils se feront du Gabon. Et pendant qu'ils sont dans ces provinces, ils auront le temps d'apprendre des phrases clés. Ils sauront dire bonjour enfant ou antéké, merci, au revoir. C'est que ça va créer cette solidarité parce que les internats n'existent plus. Vous voyez la génération, notre génération, nous sommes très solidaires parce qu'on était au lycée Léomba à l'internat, au lycée technique. Donc les gens venaient de toutes les provinces et vous avez une fraternité telle qui prenait corps que les gens ne regardaient pas l'ethnie ou la province de la personne. Et nous devons revenir à ça. Parce que pour bâtir une vraie nation, il faut que les gens se sentent concernés par ce que la nation pourra être dans le futur. Mais ce sont des éléments qu'on a déjà perdus. Il faut revenir à ça. Maintenant, pour rentrer dans un sens plus profond, on oublie une chose, c'est que
C'est l'école qui forme le citoyen. Vous avez une formation, une éducation que vous recevez dans votre famille. Quand vous sortez de la famille, vous allez au niveau de l'école. L'école de la République. L'école de la République forme le citoyen. Et c'est à travers l'école de la République, depuis la maternelle jusqu'au supérieur, que vous saurez comment vous vous mettrez au service de votre pays. Votre patriotisme naîtra à l'intérieur de l'école de la République. Mais aujourd'hui, c'est un élément aussi qui disparaît. Certains établissements enseignent encore l'hymne national, mais prenez même dans la crème de la classe politique gabonaise et dites à ces Gabonais, leaders, de chanter l'hymne national. Certains ne pourront pas vous chanter l'hymne national. Ils se disent responsables gabonais. Vous avez vu, M. Jean-Jacques Boucavel a écrit Gabon chéri. C'est une chanson profonde. Et quand vous allez demander à des Gabonais, connaissez-vous l'histoire de l'hymne national? Certains ne pourront pas vous raconter l'histoire de l'hymne national. Parce que l'hymne national a une histoire. Il y a eu un concours. Pierre Claver Akenenge et ses collègues de Bessieux avaient écrit aussi l'hymne de l'Équateur. Il y avait un autre monsieur français qui avait écrit aussi son hymne qui habitait à Glace. Il y avait 5 propositions. Le président Léon Mba a retenu la Concorde parce que c'était bien, le contenu était bien, mais nous savons aussi, il y a aussi une histoire là-dessus. Mais est-ce que les Gabonais savent qui a conçu le drapeau gabonais? C'est monsieur Léon G et un autre monsieur qui habitait vers Cocotier. Le nom m'échappe un tout petit peu. Ce sont eux qui ont conçu le drapeau gabonais. Et au départ, ce drapeau gabonais, ils avaient mis un petit carré avec le drapeau français en haut. C'est Léon Mba qui avait dit non, il faut enlever le drapeau. Et puis les anciens de l'époque, donc c'est resté vert, jaune, bleu. Mais pourquoi on a le vert, jaune, bleu? Au-delà du fait de dire que le vert, c'est l'équateur, le jaune, plutôt le vert, la forêt, le jaune, l'équateur et le bleu, l'océan. Mais ça a une connotation profonde spirituelle. Que vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre la décision comme ça de changer le drapeau du Gabon, ou l'hymne national, ou de déplacer la capitale. Parce que spirituellement, ceux qui ont fondé la République, les pères fondateurs de la République et nos anciens, ont mis des garde-fous pour le Gabon éternel. On ne peut pas à la télévision donner ces détails-là, mais je vous dis que ce sont des valeurs fortes et sûres pour la nation. Il faut enseigner ces choses-là aux jeunes Gabonais. Nous rentrons dans notre culture. On ne doit pas perdre notre culture. Le ministère de la Culture devait trouver le moyen, à travers des conservatoires ou des clubs de musique, pour enseigner à nos jeunes dans les lycées l'utilisation et comment jouer à nos instruments traditionnels. Pourquoi chanter de telle manière, dans telle culture, dans telle ethnie, dans tel rite, pour l'identité de notre pays. Parce que si nous perdons tout ça, que nous allons dans les églises éveillées, comme certains pensent que c'est la solution, il n'y aura plus d'identité gabonaise. Et quand un peuple n'a plus d'identité, un peuple est perdu. Vous allez au Japon, quel que soit le grand patron d'entreprise, il rend hommage à ses ancêtres avant de commencer son travail. Il a de l'encens, il met des fruits, il a un hôtel où il rend hommage à ses ancêtres. Parce que les morts ne sont pas morts. Nos cultures ont une force. Et le Gabon est le centre de la spiritualité de ce monde. Il y a une entité qui vit ici au Gabon, qu'on doit respecter, qu'on doit honorer. Même les colons honoraient cette entité. Ils allaient chaque début d'année, les dirigeants de l'époque coloniale, ils allaient au large de Libreville, il y avait des offrandes et tout, ils parlaient aux entités avec l'appui des ressortissants de cette province. On veut le bien-être du peuple gabonais, on oublie les entités, on oublie ceux qui ont fait l'histoire du Gabon. Combien de Gabonais connaissent l'histoire du président Léon Mba? Les jeunes aujourd'hui pensent que le président Léon Mba n'a jamais existé. Certains. Tout ça, il faut enseigner ça. C'est faits réels de la République à nos jeunes pour avoir une identité, savoir qui nous sommes. Quand vous allez, par exemple, vous dites, je suis Gabonais. Ah, vous êtes Gabonais, vous êtes de quelle province? De telle province. Vous êtes de quelle ethnie, telle ethnie? Comment on dit bonjour? Vous ne connaissez pas. Ah, moi, non, je ne connais pas. Je vous dis en français. Ça pose problème. Il faut remettre tout ça et puis faire en sorte que nos jeunes, au lieu de, même s'il est à Libreville, de temps en temps, il doit aller quand même faire passer ses vacances dans la province de ses grands-parents pour renforcer son identité, pour connaître sa culture. C'est tout ça. Mais c'est un travail qui doit être fait par le ministère de la Culture. C'est comme quand on va vers le sport. Il y a eu des grandes figures du sport au Gabon.
les Paul Mano, les Bévigna, les Pontalier. Il y a eu des grands footballeurs ici. Les gens qui ont mis les bases du football comme M. Nchango. Mon père a été le premier entraîneur de football gabonais et premier arbitre formé à l'Institut des sports en France en 1961. Au-delà du fait qu'il était fonctionnaire gabonais, mais il aimait le sport. C'est lui qui avait créé le Resta, qui est devenu le Real, qui est devenu Aigle Royal, qui est devenu 105. C'est mon père. Après, il a passé le relais à M. Jeannot Minsan. C'est M. Nchango qui a créé l'équipe des abeilles. Tout ça, les gens, même les jeunes footballeurs qui sont là, ils ne connaissent pas l'histoire du football au Gabon. Les Paul Mano, c'est des grands footballeurs. Bévigna et tout ça. Quand la fédération organise des manifestations, est-ce qu'ils pensent à ces gens-là, pour ceux qui sont encore vivants? Est-ce qu'il y a même un endroit, une salle où ça porte le nom de ces grandes figures? Aujourd'hui, on a Aubameyang, qui fait honneur au Gabon, qui fait en sorte qu'on parle du Gabon de manière digne. Vous voyez, j'ai lu dans les réseaux sociaux et quelque part où on se dit, il ne doit plus être le capitaine de l'équipe nationale. Mais attends, quel est le footballeur en ce moment au Gabon qui a plus de valeur qu'Aubameyang? C'est Aubameyang qui doit être le capitaine de l'équipe nationale. Là, il n'y a même pas de discussion. Parce qu'il représente quelque chose. C'est une figure emblématique. Dans d'autres pays, quand un monsieur comme ça rentre au pays, il y a des égards. Il y a des autorités qui doivent le recevoir parce qu'il peut partager avec certaines autorités des projets, des choses pour le pays. Et si un jour le pays est en danger, ou bien il faut une mobilisation du pays, ce sont des figures emblématiques comme ça qui doivent s'adresser au peuple. Parce qu'ils ont la sympathie de ce peuple. Il faut mettre chaque personne en valeur dans le pays. On ne peut pas faire la gloire de seulement d'un petit groupe de personnes et que ceux qui sont des enfants valeureux du Gabon ne parlent pas d'eux. Tout ça sont des éléments forts de la société gabonaise. Et il faut revenir à ça pour créer une nation forte. Le Gabon doit être un pays fort. C'est comme vous voyez si vous rentrez dans nos armées, nous devons avoir une armée forte. Parce que la population n'est pas très forte. Tenir une guerre, c'est pas facile. Donc il faut avoir une armée bien équipée qui peut mettre et stopper les adversaires. Tout ça sont des éléments forts de la nation. Et puis, pour finir, je vais dire aux Gabonais une chose. On parle de beaucoup de choses. Il y a eu des révisions constitutionnelles. Les gens en font du bruit. Mais je répète et je le dis aux Gabonais, tant qu'il n'y a pas une loi divine qui vient imposer au peuple gabonais quelque chose, les Gabonais n'ont pas à s'inquiéter. La seule loi divine qui s'impose au peuple gabonais, c'est d'aimer son pays, plus que lui-même, de servir son pays et sa nation, plus que lui-même, et de savoir que toute personne qui s'implique dans la vie sur terre a une mission, et que chacun à son niveau a sa mission, et que nul n'est quelque part par hasard. Qu'il soit placé là en bien ou en mal, l'Éternel des armées sait pourquoi cet individu est en ce moment au Gabon pour faire telle ou telle chose en bien ou en mal. Et quand l'heure de l'Éternel sonnera, l'Éternel fera en sorte que sa volonté soit faite. Il serait bon que les Gabonais comprennent que notre pays, nos ancêtres, ont fait en sorte que le sang ne puisse pas couler au Gabon. Si le sang coule au Gabon, ça serait une situation dramatique pour ce pays. La patience a ses limites, mais la patience permet d'arriver à des choses plus sages. Je dirais à nos compatriotes que les années futures s'annonceront assez difficiles. Jusqu'en 2025. Et si chacun de nous ne s'engage pas dans une confession personnelle et une introspection personnelle, parce que nous devons faire une rétrospection de nous-mêmes, ce pays va aller dans tous les sens. Et le pire, si ça arrive au Gabon, on aura du mal à gérer la situation parce que nous avons trop d'étrangers dans notre pays.
Surtout que certains étrangers pensent qu'ils sont plus gabonais que les Gabonais. Je ne suis pas xénophobe, mais j'aimerais quand même que nous puissions comprendre que quand on vient dans un pays frère, un pays ami, on respecte les règles et les lois de ce pays. Moi, je suis pour une immigration choisie. Le Gabon ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Le Gabon est un pays d'ouverture, de fraternité, et que ceux qui viennent chez nous doivent venir en frères, en amis, et tout se passera comme il se doit. Si vous venez au Gabon en tant qu'étranger pour apporter votre force de travail, c'est une bonne chose. Mais si vous venez au Gabon pour corrompre les Gabonais, vous enrichir sur le dos des Gabonais et faire du tort au Gabon et ensuite critiquer le Gabon, après avoir pris l'argent du Gabon, je pense qu'il arrivera un jour des responsables qui vont trouver une solution à ces personnes. Le Gabon est la terre de nos ancêtres. Et nos ancêtres nous observent, car les morts ne sont pas morts. Que les hommes ne l'oublient jamais. Je demanderai aux Gabonais d'être patients. Ils trouveront le salut et dans ce pays coulera le lait et le miel. Car l'Éternel des armées a placé son dévolu sur le Gabon. Certains ne le savent pas, mais c'est un pays béni de Dieu. Ce que nous vivons aujourd'hui doit nous servir d'enseignement pour préparer l'avenir. Pour que ce pays soit un pays où les autres viennent à la source pour s'imprégner de notre spiritualité et de notre grande sagesse. C'est avec le cœur que je m'adresse à mes compatriotes, avec amour et patriotisme, pour que le Gabon ne soit plus ce que nous connaissons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé votre magazine bi-hebdomadaire Découverte qui était consacré cette fois-ci à Robert Marcel Tchoréré. À la prochaine.